je perds du poids parce que j'ai plus besoin de la nourriture pour compenser un mal-être, pour compenser une solitude par exemple, une tristesse, une colère, un stress, l'angoisse. C'est parce que on va apprendre à s'aimer, qu'on va s'accorder de la valeur, qu'on va oser. Se libérer de l'alimentation émotionnelle pour perdre 5, 10, 15, 20 kilos et plus sans avoir à faire de régime. Elles rentrent à la maison après toute une journée de travail, beaucoup de stress, qu'elles évacuent en grignotant avant le repas, le petit verre de vin qui va bien avec, le bout de fromage et le pain ou la sucrerie. C'est une charge mentale, elles y pensent tout le temps. Bienvenue dans ce podcast, je suis accompagné de Laure, Annabelle et Karine qui sont coachs dans l'équipe chez Kiné Coach Santé et avec le Centre de l'alimentation émotionnelle. Pour celles qui ne nous connaissent pas, on accompagne chaque année des centaines de femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle pour perdre 5, 10, 15, 20 kilos et plus sans avoir à faire de régime. Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Donc, on va aller vraiment un cran en dessous. On va pas juste parler de perte de poids, on va vraiment s'intéresser au cœur du sujet. Donc, le lien entre l'estime de soi, la relation à la nourriture et le poids. On va creuser pas mal de sujets, se prioriser, donc apprendre à s'aimer. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, d'aller donner des vrais conseils, des vraies clés pour pouvoir s'en libérer. Donc, je suis très content de vous retrouver. Je vous propose qu'on démarre. Est-ce que l'une d'entre vous veut parler un petit peu justement du lien en fait entre apprendre à s'aimer, la perte de poids, la relation à la nourriture, de ce que vous avez l'habitude d'observer dans les sessions de coaching? Ouais, moi je peux commencer sur ce que j'ai perçu moi lors des rendez-vous, sur ce lien d'apprendre à s'aimer. C'est qu'en fait, en règle générale, les femmes qu'on reçoit dans les sessions de clarté émotionnelle, elles parlent toujours de cette non-estime qu'elles ont d'elles-mêmes parce qu'elles sont en surpoids. Et en fait, on s'aperçoit dans le cadre de ce rendez-vous qu'en creusant un petit peu sur ce qu'elles amènent sur cette non-estime d'elles-mêmes, c'est beaucoup plus relié, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. On s'aperçoit que dans le passé déjà, la non-estime d'elles-mêmes est déjà présente. Et quand elles sont enfants ou adolescentes, soit parce qu'elles ont déjà été en surpoids ou parce qu'elles ont traversé des périodes un petit peu difficiles comme l'adolescence, où on a des changements hormonaux, elles étaient déjà dans cette non-estime d'elles-mêmes, en fait. Et du coup, elles ont développé des systèmes de compensation diverses, qui peuvent être soit sur la scolarité, les systèmes de compensation de la nourriture. Et on se rend compte qu'en développant ces stratégies-là, plus tard, eh bien, le cerveau a compris que pour réguler son système intérieur, eh bien, rentrer dans un système de compensation comme l'alimentation était facile pour pouvoir réguler son équilibre intérieur. Et le fait de se dire je ne m'aime pas, c'est que j'aime pas mon corps, déjà dans un premier temps. Mais on s'aperçoit très vite, en abordant le sujet avec elle en profondeur, qu'elle ne s'aime pas tout court. Puisque même en enlevant finalement le surpoids, il y a déjà pas d'amour d'elle-même. Ok. Vous auriez des exemples justement de ça? Parce que parfois peut-être il peut aussi y avoir ce truc de... Enfin, c'est pas très clair en fait. Je m'aime pas, ça veut dire quoi derrière? Il y a quoi derrière? Oui, mais des fois, c'est même pas très clair pour elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Qu'est-ce que c'est comment je m'aime? Des fois, c'est des questions qu'elles ne se sont aussi jamais posées en réalité. Et elles ont toujours grandi comme ça. Donc, il y a même des femmes qui, pour elles, c'est nouveau de se poser la question comment je m'aime. Donc ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent en session de clarté émotionnelle. Ouais, l'estime de soi, enfin, c'est quelle valeur on s'accorde en fait. C'est comment on se sent soi avec soi-même, comment on se considère. Je pense qu'il y a une vraie notion en fait de comment on se considère, qu'est-ce qu'on se raconte de soi-même, comment on se parle à soi-même, qu'est-ce qui se passe dans le dialogue intérieur quand on parle de soi, est-ce que on se sent solide, aligné, est-ce qu'on est à l'aise avec soi, avec son corps, avec ses traits de caractère, avec au sein de la famille, des gens qui nous entourent? Est-ce qu'on s'autorise aussi? Est-ce qu'on ose? En fait, ça rejoint un petit peu tous ces sujets-là, en fait. Et c'est vraiment de soi. Soi, c'est pas la valeur, l'amour qu'on va chercher de l'extérieur. Là, on parle de soi. Ouais, complètement. Ouais. Et parfois, il y a elles confondent l'estime de soi avec la notion de compétence. Ou parfois elles vont amener qu'elles s'estiment parce qu'elles ont des compétences extérieures, elles performent
souvent dans le milieu professionnel. Donc elles ont beaucoup acquis de compétences, hein, parce qu'elles sont beaucoup dans l'hyper-contrôle. Et cette notion de compétence leur amène parfois à se dire qu'elles ont suffisamment de confiance ou d'estime d'elles-mêmes. Finalement, quand on enlève cette compétence extérieure, quand elles se retrouvent, elles, avec elles-mêmes, devant le miroir, et qu'il n'y a plus de compétence extérieure, ben, elles se rendent compte finalement qu'elles n'ont pas cette confiance en elles, cette estime, cet amour pour elles. Et quel lien alors? Donc maintenant que j'ai compris un peu ce que c'est que l'estime de moi, ok, je comprends, je me reconnais dans le fait que peut-être j'ai pas 100% l'estime, il y a un sujet à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que si j'ai réussi à perdre du poids et que j'atteins en fait finalement ce physique, ce jour-là, je m'aimerais. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Bah, c'est surtout l'inverse, en fait. C'est parce que on va apprendre à s'aimer, qu'on va s'accorder de la valeur, qu'on va oser, qu'on va être dans le je suis là, je suis présente, je suis quelqu'un, j'assume mon identité, j'assume vraiment qui je suis profondément, je prends soin de moi, je me priorise et que justement, en fait, elles vont réussir à se libérer de ce poids, de cette carapace, de ce que ça veut dire, en fait, que d'être comme ça. Donc, c'est vraiment, en fait, complètement l'inverse. C'est-à-dire que plus on a d'estime de soi, plus on s'accorde de la valeur et plus, en fait, ça va être facile de prendre soin de soi. Oui, et puis que finalement, pour donner une image, c'est un message que passe le corps. En réalité aussi, la prise de poids. La prise de poids, ce qu'elles ressentent par rapport à ce qu'elles ressentent. C'est quelque chose, ça n'a pas été écouté pendant longtemps, et au fur et à mesure, il y a de nouveaux messages. C'est un peu ça, moi, que je t'expliquerai. Ok. Et puis, je rebondis sur le prendre soin de soi. C'est une notion qui est parfois un petit peu confuse pour certaines personnes, parce qu'elles pensent qu'elles vont dire oui, je prends soin de moi, je fais des petits massages, je vais à la thalassothérapie. Alors oui, c'est une manière de prendre soin de soi, mais si je rejoins ce que disait Laure, c'est pas s'accorder cette valeur en fait intrinsèque de j'ai de la valeur, je suis assez. Souvent dans l'art nouveau on entend ça, je ne suis pas assez. J'ai besoin de faire pour être assez. J'ai besoin d'être utile. Et quand elles apprennent, enfin, en tout cas nous, dans l'accompagnement, hein, si je prends l'exemple, on leur apprend à s'aimer, on leur apprend à s'estimer, et on leur apprend à, sans faire, être assez en fait. Et pas le faire, l'être en fait. C'est ça, être et pas dans le... Exactement, c'est ça. Ok. C'est quoi les conséquences de continuer dans cette boucle de je m'aime pas et donc il faut que je perde du poids et je vais faire un nouveau régime? C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que ça ne règle pas le problème à la racine. Ça règle un symptôme et que aujourd'hui, on sait que les régimes, tout simplement, ne tiennent pas sur le long terme. Tant que ce travail profond n'est pas réalisé, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Donc, bien sûr que ça allait. Je pense que toutes les femmes, tous les hommes d'ailleurs aussi savent comment perdre du poids. Déficit calorique égale perdre du poids. Néanmoins, être dans un plan, quelque chose où on fait attention, où on est dans la restriction, etc., on va pas vivre toute une vie dans la restriction et dans le mental et dans le contrôle, en fait. Et ça peut faire que ça s'amplifie, ça peut faire que ça prend plus de proportions, il peut y avoir aussi l'effet yo-yo, donc c'est perdre et reprendre davantage. Donc, au fil des années, le corps qui s'abîme. Il y a beaucoup de femmes qui nous partagent aussi le fait que j'arrive plus à perdre, c'est-à-dire que elles ont tellement essayé, tellement perdu, repris, que l'estime de soi s'abîme davantage, et puis qu'à un moment donné, le corps il va entrer en fait davantage en résistance. J'aimerais partager des mots que j'entends souvent, c'est que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Et ça, il y a beaucoup en session de clarté émotionnelle, et c'est assez puissant parce qu'à partir de ce moment-là, elles prennent conscience qu'en fait, elles ne vivent pas vraiment pour elles. Elles vivent pour les autres. Et ça, c'est une notion qu'elles se rendent compte, et à partir de là, ça leur permet aussi de voir autre chose de possible, et d'une autre façon, d'une autre vision. C'est-à-dire En fait, aujourd'hui, elles voyaient que c'était leur poids,
leur poids le problème, leur corps le problème. Et à partir du moment où elles changent de vision là-dessus, comme quoi ça vient de ailleurs et que c'est les symptômes, et qu'elles se rendent compte qu'en fait, toute leur vie, elles ont fonctionné comme ça et qu'elles ont l'impression d'être finalement pas totalement actrices de leur vie, d'être figurantes, entre guillemets. Là, elles ont peur d'avoir des regrets, de continuer comme ça. C'est souvent, je ne veux plus, à partir de maintenant, je veux plus que le reste de ma vie soit comme ça. Je veux vivre autrement, je veux vivre pour moi, je veux vivre libre. C'est vraiment ça. Ok. Donc, le côté passer à côté de ma vie, ça, il est très fort. Ouais. Donc ça passe souvent par cette prise de conscience d'abord. Ouais. Ouais. Et donc qu'est-ce que ça change quand on aborde les choses différemment et qu'on se dit et si je regardais comment m'aimer un peu plus avant de regarder quel nouveau régime je peux faire. Mais Bah. oui, mais comment je peux faire? Comment je peux faire? C'est ça qui revient. Mais comment? Oui, mais comment? Ah, Oui. c'est bien beau. Ouais, c'est le Comment titre. Mais C'est oui. bien beau ce que tu dis, mais Mm. comment je fais? Voilà. Alors le comment je fais, on ira après donner vraiment des clés concrètes, Mm. des outils, etc. Bon, même si on est Mm. déjà un peu en train de le faire, parce que ça passe d'abord par une prise de conscience. Hein. C'est Ouais. pas juste se regarder dans le miroir et Mm. se dire je m'aime. Non. Mais qu'est-ce que ça change Mm. sur la relation à la nourriture, sur soi-même, sur ses relations, d'apprendre à s'aimer justement. Et si vous avez des petites anecdotes un peu perso, ça peut être pas mal aussi. Sur quand tu dis qu'est-ce que ça change quand elles apprennent à s'aimer parce que ce que ça change, c'est que le fait d'apprendre à s'aimer leur permet de s'accorder de l'importance, d'avoir une part entière d'être complètement actrice de leur vie, d'avoir une place entière dans leur foyer, d'avoir cette estime qu'elles ont sans avoir besoin de faire, de contrôler, d'être dans cette hypervigilance et surtout dans cette stratégie d'évitement qu'on retrouve très souvent. Elles sont là, en fait. Et du coup, elles prennent soin d'elles, elles prennent soin de leur corps. Et ça va passer du coup par cette envie de donner les bonnes choses à leur corps parce qu'elles alimentent de bonnes énergies, d'amour, de confiance, d'estime d'elles-mêmes. Et ça passe du coup par je perds du poids parce que j'ai plus besoin de la nourriture pour compenser un mal-être, pour compenser une solitude par exemple, une tristesse, une colère, un stress, l'angoisse, enfin tous ces systèmes qui sont mis en place pour compenser. Elles ont cet ancrage finalement qu'elles ont appris à mettre en place. Et donc, c'est un peu comme un bateau, sans ancre, avec la tempête, il s'éloigne. Là, elles sont suffisamment ancrées. Et même si elles traversent des périodes difficiles de leur vie, elles n'ont plus besoin d'aller dans la nourriture pour chercher un ancrage à l'intérieur. Elles arrivent à le trouver par elles-mêmes, en fait, grâce à cet amour qu'elles ont réussi à ressentir pour elles. Ce qui fait que elles vont être davantage à avoir envie de prendre soin d'elles. Et finalement, en plus, ça se rejaillit sur la famille, puisqu'il y a un impact aussi sur les enfants, sur la relation au mari, sur la relation à la famille. Et finalement, c'est tout l'entourage qui en profite. Voire même au travail, des fois, oui, tout à fait. Ouais. Et vous, c'est quoi vos histoires perso sur ça? Est-ce que vous avez travaillé sur apprendre à s'aimer? Est-ce que c'est venu naturellement? Comment... Ça peut être intéressant aussi de partager un peu ça. Oh non, c'est pas venu naturellement. Moi, il m'a fallu une période très difficile pour pouvoir me rendre compte qu'en réalité, c'était sur moi qu'il fallait que je fasse un travail pour pouvoir attirer les bonnes personnes, pour pouvoir avoir une bonne communication, pour pouvoir être en phase avec moi-même, pour pouvoir aider d'une meilleure manière aussi. Et ça passe par une prise de conscience, déjà, de comprendre vraiment ce qui se passe. Et ensuite, en fait, l'envie vient au fur et à mesure, assez rapidement. Et c'est ça qui pousse vraiment à... Quand on a la prise de conscience, on n'a plus envie de s'arrêter. On voit que déjà très rapidement les changements, l'évolution, qu'on se sent mieux, qu'on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus légère, qu'il n'y a plus toutes ces, j'ai envie de dire, ces poussières de contrariété qui sont là, qui reviennent tout le temps. Donc c'est vraiment ça, c'est être apaisé, être libéré et de vouloir le partager ensuite. T'as fait comment toi par exemple?
Moi, je me suis intéressée à tout ce qui était psychologie, des choses qui me plaisent énormément, donc les neurosciences. Je me suis formée à l'hypnose, à l'EFT, et c'est des choses qui m'ont permis d'apprendre à canaliser certaines émotions. Pour autant, ensuite, j'ai dû aller aussi beaucoup plus loin, continuer à me former dans tout ce qui est développement personnel, me faire coacher, ce qui m'a permis aujourd'hui de comprendre beaucoup mieux mes fonctionnements, de pouvoir les partager à mes enfants aussi, qui vivent des émotions plus ou moins drôles en fonction des périodes de vie. Donc en fait, j'ai juste l'impression de vivre maintenant. Mm. Voilà, et d'être à ma place. Ouais. Ok, trop bien. Mm. Vous avez d'autres partages ou pas là-dessus? Moi, je pourrais partager En fait, ce que j'entends dans les sessions clarté émotionnelle chez les femmes qu'on rencontre, c'est souvent une enfance qui peut être teintée d'absence d'affection, de violence, qu'elle soit psychologique, physique ou autre. Donc des choses que j'ai aussi vécues. Et souvent, on développe une stratégie d'évitement où on devient complètement absent à l'intérieur de soi. On est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans le contrôle, on est beaucoup dans l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance, et on cherche toujours à prouver, à démontrer, à être reconnu pour avoir sa place finalement, puisqu'on a toujours l'impression de ne pas être assez, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai vécu moi dans l'enfance, donc je me reconnais beaucoup dans leur parcours. Et ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, que ce soit en termes de thérapie, mais aussi au niveau du coaching. Parce que le coaching, c'est vraiment la technique qui nous permet de poser des actions dans le futur pour que dans le présent, on mette en place des étapes pour arriver à ces objectifs. Et aujourd'hui, j'ai des temps beaucoup plus qualitatifs avec mon entourage. Je suis plus à devoir prouver ou démontrer que j'ai ma place. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des temps qualitatifs avec ma famille parce que quand on est toujours dans l'hyper-contrôle, dans le vouloir faire, on est toujours en train de mettre en place des choses à la maison ou dans le professionnel pour que les gens nous reconnaissent. Et finalement, on n'est pas en lien avec les autres. Tu as des exemples peut-être de ce que toi tu retrouves dans souvent ce qui revient chez les femmes qu'on accompagne? Ouais, les exemples, c'est qu'elles rentrent à la maison, clairement, après toute une journée de travail, beaucoup de stress, qu'elles évacuent en grignotant avant le repas, pendant qu'elles prennent le repas, le petit verre de vin qui va bien avec, le bout de fromage et le pain ou la sucrerie. Les enfants, il faut s'en occuper, il y a les devoirs, ça prend du temps, c'est encore une deuxième journée qui démarre, c'est du stress, donc allez hop, on mange encore un petit morceau. Et c'est plus dans le temps qualitatif, parce qu'il y a de l'agacement, il peut y avoir de l'énervement, il faut gérer le temps qui passe. Il y a tout un monde hyper stressant et angoissant autour de « mais oui, mais en même temps, je veux être une bonne mère ». Je veux être une bonne mère, et donc il y a de la pression qui monte encore. Et elles sont toujours dans le faire, et pas dans l'être. Et ce qu'elles disent, c'est qu'elles manquent de temps qualitatif avec leurs enfants. C'est-à-dire pouvoir rentrer à la maison, être en lien, être dans la connexion et dans le partage avec leurs enfants. Et ça, elles ont vraiment l'impression de passer à côté de ça. Ça ne veut pas dire qu'elles sont de mauvaises mères, hein. Attention, c'est pas ça l'idée, mais parfois elles ont l'habitude de passer à côté et de ne pas être dans ce temps qualitatif et dans cette connexion. Et c'est ça finalement qui fait défaut. Parce que tant qu'on est dans l'hyper-contrôle et dans les stratégies d'évitement, on est dans le faire et on n'est pas dans l'être, on n'est pas dans le moment présent, on est toujours dans le futur, dans les actions qu'on met en place. Et finalement, on n'est pas en train de profiter des siens. Puis cette alimentation, ce sujet au quotidien aussi, fait que ça prend énormément de place, énormément de temps au quotidien, qui pourrait être utilisé aussi d'une autre façon pour elle, en fait. Ça, on le retrouve très souvent. J'aimerais utiliser cette énergie, ces pensées, ce temps pour autre chose. Parce que la nourriture, elle prend trop de place. Trop de place, c'est une charge mentale, elles y pensent tout le temps, très souvent. Certaines, c'est que quand elles rentrent à la maison, certaines, c'est dès le matin. Et elle dit, c'est vraiment du temps, de l'énergie, des pensées que je pourrais utiliser pour autre chose. Et est-ce que vous pensez justement que ces pensées obsessionnelles avec la nourriture, elles sont là presque parce que ça me permet d'éviter de penser en fait, au vrai sujet? Et oui. Oui, et puis c'est épuisant en fait. C'est, ce qu'on entend beaucoup, c'est je me lève le matin en pensant à ça, c'est-à-dire qu'elle se lève le matin, en fait, le matin, on se lève, boit un petit verre d'eau, et puis en fait, il y a le premier repas de la journée qui démarre,
Et après la douche, il faut aller s'habiller. Et en fait, on est face à soi-même, on est face à son assiette, on est face à son corps. Donc en fait, c'est les toutes premières pensées du matin sont dirigées vers ça. Et on évite le miroir. Ouais. Et elles évitent effectivement, du coup, pour beaucoup, effectivement, elles nous disent, hein, je me regarde même plus dans le miroir ou je fais très rapide. Et elles se couchent avec ça le soir, en fait. Parce que le soir, une fois que les enfants sont couchés, qu'elles ont enfin ce petit moment où, qu'elles vont prendre pour elles le soir, et ben en fait, souvent, elles vont aussi manger des sucreries, etc. Et bien sûr que, en fait, c'est aussi des schémas qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et en fait, ça devient très, très automatique. Donc, c'est aussi, dans leur tête, c'est aussi très compliqué de se libérer de quelque chose qui est ancré, qui est très automatique. On entend beaucoup, c'est plus fort que moi, je peux pas faire autrement. Je sais pas comment faire, j'ai pas appris à faire. De la même manière qu'on n'apprend pas on n'apprend pas les émotions. Moi, je pense vraiment qu'on devrait, à l'école, nous apprendre ce que c'est que les émotions. À les nommer, à les ressentir, à les accueillir, parce que la majorité du temps, toutes ces problématiques-là, elles démarrent dès l'enfance. Ouais. Si on apprenait aux enfants ce que c'est une émotion, comment ça se ressent à l'intérieur du corps, de réussir à les nommer, de réussir à les accueillir, je pense vraiment en fait, il n'y aurait pas toutes ces problématiques qui reviennent à l'âge adulte. Et, tout à l'heure, tu parlais un petit peu d'histoire perso. On vit plein de choses en fait en tant qu'enfant, on vit des changements, on vit aussi, on apprend à vivre avec les autres aussi. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. L'adolescence, c'est aussi une autre période. C'est une période aussi où on apprend on doit savoir en fait, ou en tout cas définir ce qu'on veut être plus tard, ce qu'on va faire comme études. On a aussi le cadre qui vient des parents, on est d'accord pas d'accord, il y a des petites périodes où on se cherche, où il y a des petites périodes de rébellion. Et puis on vit aussi tout un tas de choses. Et quand en plus il y a des choses difficiles qui viennent se greffer, moi je pense notamment, moi en termes d'histoire perso, décès de ma grand-mère, je pouvais pas en parler parce que je voulais pas faire de peine à ma maman. Donc en fait j'ai étouffé tout ça. C'était aussi une époque où on n'allait pas facilement consulter. Et je pense que même personne m'a jamais demandé comment vraiment je me sentais avec tout ça et si j'avais besoin d'aller voir quelqu'un, est-ce que j'avais besoin d'une aide extérieure, etc. Donc en fait, c'est un peu traîner ses casseroles, et puis il y a d'autres choses qui viennent se rajouter. Et puis effectivement, on se retrouve à faire les choses, à essayer de protéger les autres. Et c'est aussi comme ça que petit à petit, on apprend à mettre en place des stratégies d'évitement et qu'on apprend à s'oublier. Et on s'oublie. Pour plein de sujets, on s'oublie. Et ensuite, quelquefois, on devient maman. Et là, de nouveau, on s'oublie. C'est son temps perso qui passe après le temps des enfants. Les dépenses perso qui passent après les dépenses des enfants. Quelquefois même le mari. Quelquefois, du coup, le travail qui peut être très prenant. Et en fait, il y a une multitude comme ça d'expériences qu'on va répéter, où on a pris l'habitude de passer au second plan. Qu'on a pris l'habitude de passer quelquefois même en dernier et de prioriser en fait d'autres choses. Et tout ça, au fil du temps, au fil des années qui passent, il y a un moment donné où ça devient épuisant, fatigant, stressant, et ça prend énormément de place. Ok. Et ça peut des fois être inconscient en fait des petits. C'est-à-dire que comme en histoire perso, c'est prendre le rôle de la mère des fois, prendre le rôle d'un des parents. Par rapport à des situations où finalement on veut juste aider parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution dans sa famille et du coup on prend le mauvais rôle et on apprend aussi comme ça à s'oublier sans vraiment mettre de mots dessus. Il y a plein donc c'est vraiment pas de n'avoir conscience et finalement se comprendre au fur et à mesure du temps qu'on s'oublie. Donc oui, mais moi j'ai déjà lu des livres, j'ai déjà vu un psy, j'ai déjà fait plein de choses. Donc maintenant, je comprends, ça me parle, mais par où je commence? Ce serait quoi le premier conseil ou par où je commence pour aller dans apprendre à s'aimer, changer son intention, etc. Comprendre ce qui se passe, déjà. Ouais, d'être attentive à ce qui se passe à l'intérieur de soi, poser des mots, vraiment.
se faire accompagner parce que concrètement, faire les questions et les réponses, c'est un petit peu compliqué. Donc cette prise de recul, c'est hyper important. Donc je pense se faire accompagner, maintenant se faire accompagner dans un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans qu'est-ce que je mets en place à partir de maintenant, en fait, de s'orienter sur qu'est-ce que je mets en place à partir de demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, comment je veux être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et être vraiment dans les petites actions, parce que les toutes petites actions au cumul, ça va donner en fait des grandes choses. On ne peut pas tout révolutionner en comme ça une semaine. Il y a rien qui est magique, mais par contre, tout s'apprend. Et tout ce qu'on a appris peut aussi se désapprendre. Quand j'entends quelquefois des femmes dire oui, mais moi je fonctionne comme ça depuis 40 ou 50 ans. Ok, c'est ok en fait que tu fonctionnes comme ça depuis 40 ou 50 ans. Mais est-ce que tu as envie d'apprendre à fonctionner différemment? Parce que c'est possible. Oui, et que mais tout ce qui s'ancre peut, en fait, le cerveau est pour ça magique. On apprend des choses, mais on peut aussi désapprendre des choses. Et à force de répétition et de répétition et de répétition, les choses vont devenir de plus en plus naturelles. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. On peut apprendre, mais on peut aussi apprendre à désapprendre. Oui, bien sûr. Ça peut donner des bonnes prises de conscience. Le cerveau, c'est un organe hyper intelligent qu'on peut muscler comme on le souhaite. Mais le souci, c'est que ces femmes-là, elles s'identifient à leur fonctionnement. Comme à des diagnostics d'ailleurs. On en a déjà parlé. Moi, je suis neuroatypique, moi, je suis TDAH, moi, je suis HPI. Elles s'identifient à des fonctionnements ou à des diagnostics posés, ce qui fait que ça leur colle tellement qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas changer, en fait. Et c'est justement je te rejoins alors, quand tu disais c'est précieux de se faire accompagner. Pourquoi ? Parce qu'elles sont engluées dans des systèmes de représentation depuis qu'elles sont toutes petites, par rapport à ce qu'elles ont mis en place comme stratégie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir survivre pour certaines. Et elles n'ont pas conscience qu'elles ne sont pas leur fonctionnement. Mon fonctionnement, c'est pas qui je suis. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, pour pouvoir se comprendre finalement les fonctionnements qu'elles ont ou ce qui se passe en elles quand elles sont HPI, TDAH, ça leur permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe pour elles. Et ça, c'est bien parce que ça déculpabilise aussi pour certaines qui alimentent une certaine culpabilité par rapport à ces diagnostics qui peuvent être posés ou des fonctionnements. Mais l'idée, c'est de leur faire comprendre que je ne suis pas d'un fonctionnement. C'est décoller ça, en fait. Ouais. Et de se dire que sous tous ces fonctionnements, qui je suis. Oui. Et pour ça, on a besoin d'avoir un recul objectif. Tant qu'on est englué dans ce que je sais, dans ce que je connais depuis l'enfance, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, par rapport à la scolarité, par rapport à ce que la société nous amène, je me suis collée à tout ça, en fait. Et elle nous dit tout le temps ça. Oui, mais moi, je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. Et comme disait Laure, ça fait 40 ans que je suis comme ça. Et donc, elles pensent qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et si elles restent toutes seules avec cette pensée-là, cette croyance-là, c'est difficile de décoller ça. Et c'est pour ça que on a un livre, c'est super. On entend une conférence, c'est génial. Mais comment je fais concrètement pour me décoller de tout ça ? C'est ça. Et un accompagnement permet cette réalité objective et de changer de paradigme en changeant de système de représentation. Et c'est pas magique, du coup ? Non. Ça demande des efforts, un peu. Pas tellement, mais il faut quand même être un peu engagé, etc. Et d'où aussi le parallèle avec le côté... parce qu'en ce moment, c'est vraiment beaucoup à la mode, donc je paye des tests pour me faire diagnostiquer TD, DH, etc., neuroatypique et tout. Et waouh, trop bien, j'ai compris, je suis ça. Et du coup, la réponse, c'est je fais quoi Puis attends, donc c'est quelque chose qui est trop superficiel et qui est pas orienté action, orienté engagement, orienté résultat. Et du coup, ça nous amène pas vraiment à changer. Oui, et puis il y a une différence entre dire je suis neuroatypique, je suis mon identité, j'ai des troubles. C'est ça. Du comportement. C'est pas la même chose. On décolle pas ça. Du tout pareil. Ouais, c'est ça. Quand on dit je suis, on s'identifie
a un trouble, qu'il soit alimentaire ou neuroatypique, on s'identifie en fait et on est complètement englué en fait. Alors que je peux avoir tel ou tel fonctionnement par rapport à telle ou telle cause. Et ça change tout parce que à ce moment-là, je peux poser les actions pour pouvoir. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est TDAH, il pourra rester peut-être des petites choses qui sont là, mais le trouble, il est là pour des raisons, en fait, qui peuvent être complètement sous-jacentes, enfin plus profondes. Et en mettant en place des actions, ça peut aider, en fait, à atténuer les symptômes. Et comme les émotions, je suis triste, je suis... Non, je ressens de la tristesse. Tout à fait. Je ressens là de la colère. Une émotion ne nous définit pas. On ne ressent pas « je suis triste ». Alors, est-ce que vraiment, du matin, au moment où tu ouvres les yeux le matin et tu fermes les yeux le soir, est-ce que c'est de la tristesse qui est constante? Est-ce que c'est tous les jours depuis des années? Ou est-ce que par moment, tu ressens de la tristesse, de la colère? Les émotions, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Donc... c'est différent, je ressens que je suis triste, je suis en colère, le message n'est pas le même. Je suis heureux, je suis... Puis pour revenir sur ta question, en fait, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai suivi beaucoup de choses, on est beaucoup dans le pourquoi. Pourquoi c'est là, qu'est-ce qui fait que ça s'est mis en place, vraiment la compréhension du problème. Et ça, c'est important aussi pour pouvoir aller changer les choses. Mais le comment, c'est une mise en mouvement derrière. Donc là, c'est une fois qu'on a compris pourquoi, comment me mettre en mouvement. Là, ça leur paraît en fait... elles pensent avoir essayé le comment. Elles pensent avoir essayé tellement de choses qu'elles ont pensé avoir essayé de trouver des solutions. Mais en réalité, non, elles étaient encore dans la compréhension. Et il y a une autre face aussi qui est importante, c'est oui, mais je ne sais pas si j'ai la force. Donc en fait, tout ce qu'elles ont fait, elles ont toujours quasiment été dans la contrainte. Tu dois faire du sport, tu dois pas manger ça, tu dois faire attention, tu dois calculer, tu dois. Et en réalité, là, travailler sur soi, c'est pas vraiment une contrainte en soi. Là, c'est vraiment revenir à la simplicité, revenir aux bases, sans être dans la contrainte qui, elle aussi, ramène des émotions, qui, elle aussi, ramène des craquages et ce cercle. Et cette notion de contrainte, elles l'ont beaucoup, elles ont peur de retomber là-dedans quand elles sont en mouvement. Nadia parlait beaucoup, tu sais, dans l'atelier, le dernier atelier qu'elle a fait, là, de l'intention. Et de, en fait, tu peux faire la même chose. Par exemple, je vais marcher ou je vais faire du sport, ou je me fais une belle assiette avec des bons produits. Et l'intention, ça peut être, je m'aime pas, faut que je perde du poids, allez, un truc un peu dur. Du coup, ça crée de la résistance, de la friction, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, en fait, je vais pas trop retenir ça sur le long terme. Voilà. Alors qu'à l'inverse, si juste, en fait, j'ai rien changé, juste mon intention. Je le fais parce que je m'aime, parce que je me sens bien, parce que je sais que juste après, je vais avoir de l'énergie, ça va me redonner de la force. J'ai passé une journée un peu pourrie, je suis fatigué, stressé. Bon, en fait, je vais aller marcher parce que je sais que quand je me remets en mouvement, ça me redonne un peu du peps dans ma journée. Et l'intention est différente, donc il n'y a plus la résistance, et donc du coup, ça redéploie pas toute mon énergie pour y aller, en fait. Et en plus, donc parfois, c'est tout con. Ouais, c'est la notion, en fait, la notion de bénéfice secondaire et de se dire que, effectivement, comment tu vas te sentir après, à quel point ça va faire du bien, etc. Donc, l'intention. Oui, et puis c'est important aussi, cette notion d'intention, parce que souvent, on entend « j'ai peur de ne pas y arriver ». Avec tout ce que j'ai déjà fait, les régimes, les suivis psychothérapeutiques, j'ai peur de ne pas y arriver, c'est un énième truc encore. Et encore, c'est toujours dans cette intention de j'essaye un nouveau truc. Et moi, quand je les reçois en session, je leur dis, mais aujourd'hui, soit tu veux continuer à essayer, ou est-ce que tu veux faire quelque chose qui va aller traiter le problème à la racine? Et déjà, l'intention, elle est différente. Est-ce que tu veux encore essayer un énième truc, ou est-ce que tu veux le faire? Et le faire, c'est pas traiter un symptôme. Parce que faire un régime, c'est traiter le symptôme. C'est quoi un régime? C'est un déficit calorique. L'intention que tu as posée quand tu as fait ton régime, c'est de perdre du poids. Et perdre du poids, ça ne veut pas dire le stabiliser. Et déjà là, c'est vraiment expliquer les intentions qu'elles ont mises derrière pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Tu avais cette intention-là, mais le régime n'a pas pour objectif de stabiliser ton poids. Et pareil, quand tu fais un suivi psychothérapeutique, l'intention, c'est de comprendre ce qui t'est arrivé. Et comprendre, c'est pas comment je vais sortir de cette spirale-là. Et donc, elles ont fait des choses, et je trouve que c'est bien de leur dire, c'est bien, vous avez fait des choses, vous avez mis en place des choses, parce que ça déculpabilise aussi ce qu'elles ont mis en place. Mais l'intention n'était pas de traiter la racine du problème. Par contre, si je cherche à comprendre, mais pourquoi je compense ? Pourquoi je compense depuis que j'ai 20 ans, ou que j'ai 14 ans, ou que j'ai 6 ans ? Là, je vais pouvoir mettre en face le comment. Et le vrai comment. Et donc, aller traiter cette racine émotionnelle. Et donc, l'intention, elle est complètement différente parce que je vais vraiment chercher la base du problème. Et de comprendre, tout ce qu'elles ont fait aujourd'hui, qu'elles ont mis en place, n'a pas fonctionné. Il y a une raison, en fait. Et là, tout de suite, ça éclaire quand même les choses d'une manière différente. Et du coup, se recentrer sur elle-même plutôt que de se recentrer sur ce qui se voit, en fait, ce qui ramène, en fait, les messages physiques. C'est vraiment se recentrer sur elle. Ça, c'est quelque chose, ça leur fait bizarre aussi, de se demander comment elles se sentent. Des fois, elles ne savent pas. Elles ne savent pas mettre des émotions. C'est vraiment se recentrer, je dirais ça, se recentrer sur elle-même. C'est quelque chose d'important aussi. Mais ça leur fait bizarre. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se dit oui, mais bon, moi je veux perdre du poids. Donc c'est important aussi pour moi que à la fin il y a un résultat. Mais c'est le bénéfice secondaire. Il y a une dame qui m'a posé la question il y a quelques temps. J'ai vu vos avis du coup sur Trustpilot. Les avis sont très très bons, mais est-ce que vraiment tout le monde réussit ? Et je lui ai répondu qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir ? Parce que chaque femme est unique, chaque accompagnement et chaque femme qu'on accompagne, elles vont être accompagnées de manière personnalisée, individualisée. Elles ont tout un objectif différent. Donc ça veut dire quoi réussir ? Toi, qu'est-ce que tu veux réussir ? En fait, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et on leur pose la question d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Parce que définir l'objectif, c'est aussi hyper important. On est au point A, mais il faut aller chercher aussi le point B. Donc bien sûr que l'objectif derrière tout ça, et même d'ailleurs premier pour la plupart, elles viennent aussi pour ça essentiellement, c'est la perte de poids. La perte de poids, ça va devenir le bénéfice secondaire, mais d'un profond mieux-être qu'elles vont ressentir à l'intérieur d'elles en passant par tout ce travail qu'elles vont réaliser avec toute une équipe qui va les challenger quand ce sera nécessaire, les faire travailler sur les bons sujets, leur poser peut-être des questions qu'on leur a jamais posées, les accompagner en fait aussi pour qu'elles soient dans l'être et pas le faire, de poser les bonnes intentions, de poser les bonnes actions et de veiller aussi à ce qu'elles restent toujours, il faut vraiment imaginer comme un chemin, et de rester en fait dans ce chemin-là. Parce qu'il y a aussi beaucoup oui, mais moi je démarre un truc, je suis toujours très motivée, puis au bout d'un moment, la motivation c'est le mental. C'est juste que tout ça, ça se joue à un autre niveau. Donc comment en fait la perte de poids, ça va devenir un bénéfice secondaire de travailler sur ses émotions, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la notion d'être ancré, d'être plus solide, de se prioriser, etc., etc. C'est vraiment donc, travailler tout ça petit à petit. Donc réussir, ça dépend ce qu'on met derrière le mot réussir. Et surtout, ce que tu disais qui est très juste, c'est est-ce que je vais rester dans la motivation ? Mais ce qu'elles ont fait avant, encore une fois, c'est ce que disait Annabelle tout à l'heure, c'est être dans la contrainte. Et on ne peut pas être motivé sur la longueur dans la contrainte. Alors que là, en travaillant sur soi, on n'est plus dans la contrainte. On est dans le naturel. Voilà, c'est ça. Et Laure parlait de se prioriser juste avant. On avait dit qu'on en parlerait un petit peu parce que c'est en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Ce serait quoi un peu les conseils que vous auriez justement, parce que se prioriser c'est très proche, très en lien avec apprendre à s'aimer, c'est se recentrer sur soi, etc. Il y a aussi cette notion tu parlais tout à l'heure de loyauté familiale, Karine, peut-être de peur de si je prends soin de moi je deviens égoïste. Ça peut être pas mal aussi de parler de ça. Ouais, prendre du temps pour soi déjà, de qualité, c'est important. Prendre des petits moments comme ça dans la semaine et faire des choses qui nous font du bien, qui ont des réels bénéfices sur
le corps, sur l'esprit, savoir... euh, on est des femmes, on est des mamans, on est des femmes qui vont travailler, on fait aussi partie d'un écosystème avec une famille, etc. Mais on est des êtres uniques et on est avant tout des femmes. Donc, il faut aussi apprendre à exister en tant que femme et à faire des choses qui nous font du bien. Et pas une fois de temps en temps, je m'offre une petite parenthèse pendant quelques heures. Non, c'est vraiment mettre des choses en place, des temps pour soi, en fait, dans le quotidien. Parce que ça, c'est hyper important. Et ça peut passer par plein de choses. Ça va dépendre, encore une fois, de chaque femme, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait plaisir, ce qu'elle a envie de faire, qui va faire que, juste, c'est une pause, c'est un moment pour elle et qu'elle soit juste là, elle, avec elle-même, en fait. Et puis se prioriser, c'est encore une fois ne pas toujours aller chercher sa valeur à l'extérieur. C'est vraiment apprendre à vivre pour soi, se remettre au centre de sa vie, en réalité. Et souvent, on se dit, j'ai peur d'être dans les regrets, je suis toujours pour les autres. C'est vrai que je suis toujours pour les autres, mais j'arrive pas. C'est dur de prendre du temps pour moi. C'est parce qu'elles n'ont jamais appris, en réalité. Mais c'est vraiment ça, se remettre au centre de leur vie pour qu'elles soient en équilibre. Et que du coup, en fait, c'est beaucoup plus facile aussi d'avoir du temps de qualité avec l'entourage, comme au travail, comme avec les enfants. Ouais. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Parce que quand à l'intérieur de soi, on se dit non, pourquoi quelquefois on dit oui, en fait. Si on apprendre à dire non, il y a beaucoup de gens aussi pour qui c'est pas évident d'apprendre à dire non ou plus tard ou c'est pas le bon moment pour moi. Et puis se prioriser, c'est aussi déjà une première preuve d'amour. En réalité, c'est s'apporter de la valeur dans du temps, dans des choses, dans du concret, du être. Et c'est pour ça qu'on en revient à cette notion qu'elles ne s'aiment pas. Tant qu'elles n'ont pas mis toutes ces choses en place. Et donc, je ne mérite pas de prendre du temps pour moi. Et elles ont noyé leur quotidien dans une organisation où chaque seconde, chaque minute est remplie de quelque chose à faire. Oui. Comme ça, je ne pense pas à moi, je ne suis pas en lien avec moi, je ne suis pas en lien avec mes émotions, et je vais les manger, puisque si je ne peux pas être en lien avec mes émotions, je les mange en fait. Il va falloir combler. Voilà. Et la boucle est bouclée. Voilà. Bon, la boucle est bouclée. Et du coup, peut-être pour terminer, ce serait quoi la première action justement là, pour une femme qui nous écoute pour pouvoir se dire ok, je veux aller dans cette direction, je sais pas trop par où commencer, j'ai eu quand même des prises de conscience grâce à ce que j'ai écouté. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Notamment, peut-être réserver un premier rendez-vous avec l'équipe. Qui est un rendez-vous qui n'engage à rien, qui est un rendez-vous qui est offert et qui permet vraiment de prendre un vrai temps avec notamment l'une d'entre vous ou une autre coach de l'équipe, puisque vous faites partie des coachs qui animent ces sessions justement de premier rendez-vous, j'ai envie de dire. Vous qui les animez, c'est quoi peut-être qu'est-ce que ça leur apporterait là de s'autoriser en fait à cliquer en description, à prendre un rendez-vous, quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Le mot a été bien utilisé, s'autoriser à se prioriser, par exemple, 1 heure de son temps déjà, vraiment pour soi, pour être dans l'écoute, pour essayer d'avoir de la clarté dans la compréhension, ce qui leur apportera aussi peut-être justement ce déclic, cette envie, de passer de je dois à j'ai envie. C'est ça. Voilà. Et puis c'est de la clarté, ça va leur apporter, parce que ça leur apporte dans ce que nous on leur propose, c'est de la clarté sur leur fonctionnement, sur l'identité qu'elles recherchent finalement, mais qu'elles ne s'autorisent pas. Et j'ai envie de dire, moi, que c'est plus qu'un enjeu personnel, c'est un enjeu aussi, cet enjeu personnel, en fait, c'est aussi un enjeu social. Parce que quand je vais bien, mon entourage va bien, et quand mon entourage va bien, les autres vont bien aussi. Donc c'est aussi une responsabilité de tout à chacun de prendre soin de soi pour que justement, dans cette société, on puisse développer beaucoup plus de connexions entre nous. Et ça va bien au-delà de la perte de poids. Et oui.